Maybe the biggest event I've done. Sure, yeah. On a roll down from the top to the bottom. Non, ça va, ça va. Ouais, ça rentre dans le plan de film. J'achète. Ouais, c'est fait qu'on se sent un peu plus. Si j'achète, je pense que plus confortable. Il faut rentrer quand même dans le plan de caméra. Well, I feel like the back of a Dodge or something. sure. Don't worry about it. Claire, just come. Bonjour. Bonjour, bienvenue pour cette rencontre sur la classe ouvrière. Une belle rencontre. C'est toujours un plaisir d'animer des rencontres. C'est toujours une surprise quand vous animez des rencontres les auteurs, vous ne les connaissez pas au point de départ. Et là, franchement, un plateau comme ça, avec tant d'auteurs très intéressants, tant de beaux livres, c'est vraiment extraordinaire. Alors on a 3 auteurs dont c'est les premiers romans. Sébastien Dulude, qui nous vient du Québec, avec Amiante, un roman... voilà. Ok, donc il est venu avec son fan club, il se déplace jamais seul. Bonjour. Donc un roman magnifique avec une plume assez extraordinaire qui se passe dans les mines d'amiante avec un environnement d'un côté très sympathique pour ces jeunes enfants, d'un autre côté très hostile, nous reviendrons dessus. Michael Maggie. Maggie? Yes. Maggie. Ah, sorry, I was not sure. Retour à Belfast, premier roman, avec, comme son nom l'indique, Retour à Belfast pour le protagoniste principal, et des vies de petits boulots, des nuits qui durent longtemps, des matins qui sont difficiles, et des gens qui tentent de résister, cette espèce de classe de population légèrement invisible, et un roman qui vous embarque à travers ce rythme frénétique. Très belle plume aussi. Et puis Glenn James Brown, Hironopolis. Premier roman aussi, très impressionnant, avec toute une reconstitution de cette ville centrée autour des usines qui, tout compte fait, se désagrègent et la politique... c'est le micro. Et les politiques qui vont continuer à traverser un petit peu ce milieu social, vouloir raser les logements. C'est un roman dense, c'est un roman peuplé, à travers 6 voix différentes. Et pareil, ça vous captive, ça vous prend, et du fantastique à l'intérieur. Très très beau premier roman. Et puis, David Joy. 5 romans derrière lui, dont le dernier, Les 2 visages du monde, vient de sortir, qui parle sur ces 5 romans de son comté, qu'il connaît bien, comme il le disait, on s'est vu ce matin, on a eu l'occasion de travailler, et il ne représente pas ce qui est les Appalaches, c'est beaucoup trop grand, beaucoup trop vaste, il n'a pas cette prétention, mais les livres, son comté, les gens à l'intérieur, il les connaît, il sait de quoi il parle, et c'est vraiment assez extraordinaire, poussé vraiment près des gens.
Voilà, donc on a 1h15 pour arriver à explorer tous ces univers. On n'y arrivera pas en 1h15, quoi. Les livres sont tellement denses et fourmillants. On va essayer de faire quelque chose quand même, de voir un petit peu à travers le monde, à travers différentes voix, à travers différents personnages, à travers différents auteurs, différentes expériences, quelle est un petit peu la représentation de la classe ouvrière aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est, tous ces gens qui continuent à travailler, et toutes ces voix aussi qui en parlent dans les livres. Ce qui est vraiment très intéressant, et je pense qu'on va commencer par là, c'est qu'on ne parle quasiment pas des conditions de travail. Ce n'est pas des livres sur les conditions de travail, c'est des livres sur les gens qui sont à l'intérieur, et on voit comment justement les métiers font un petit peu leur vie. Alors, on commence par Sébastien, il est juste à côté de moi, c'était le plus simple, et puis il est venu avec son fan club, j'ai bien compris que si je commençais pas par lui, ça se passerait mal. Donc, Amiante, sa description de mine dans les années 80, et ces deux adolescents, c'est l'approche là, entre guillemets, par rapport à cette thématique la plus originale, la plus poétique aussi, mais je veux bien justement que vous nous racontiez comment ça s'est organisé avec ce livre. Et juste, je ne sais pas si vous verrez, mais il y a une photo. Voilà. Juste pour que vous voyez de quoi on parle, c'est le seul livre où vous verrez de quoi on parle. Voilà, ce trou immense qui façonne la vie des gens qui sont là. Oui, alors l'idée de départ, c'était d'explorer l'enfance et dans un contraste qui serait extrême entre une enfance idyllique, deux amis qui se trouvent au cœur d'un été et qui fusionnent presque ensemble, sur un territoire qui a été celui de mon enfance aussi, avec lequel j'ai un rapport un peu contradictoire parce que j'en étais pas natif, mais je l'ai éprouvé dès la première seconde où on s'est installé là-bas. C'est-à-dire que c'est un paysage, au départ, la région, c'est montagneux, vallonneux, avec des forêts immenses, les couleurs à l'automne qui changent, qui sont magnifiques, des forêts de pins également. Mais il y a, dès qu'on arrive en voiture, on commence à voir apparaître ces collines grises. C'est surtout ça qu'on voit au début. Nous, on les appelle les dumps. C'est un anglicisme, c'est un mot anglais pour dire un résidu, genre d'ordure, en fait, des dumps. Et on voit moins les puits, en fait, mais s'il y a ces collines, c'est parce qu'on extrait l'amiante à partir de cratères à ciel ouvert. Des puits comme ça, il y en a une dizaine peut-être dans la région de Thetford Mines. Et c'est en fait un environnement où on voit moins les cratères, on les voit seulement en avion, c'est difficile de s'en approcher, mais on les entend, c'est-à-dire que c'est de la machinerie lourde d'un calibre extrême, des camions qui ont des capacités de charge de 100 tonnes ou 45 tonnes, et on creuse comme ça tous les jours. On entend continuellement le vacarme des camions au loin avec une espèce d'écho qui provient du cratère. Il y a un dynamitage aussi, une explosion littéralement qui fait descendre un flanc du cratère à 16 heures tous les jours. Donc ça, vraiment, c'est ambiant. Et le dimanche, la mine ferme. On entend le samedi dans la nuit, à minuit, on entend tout s'éteindre. Je me souviens d'entendre ce silence qui me réveillait la nuit. C'est comme un peu le contraire. Et là, le dimanche, ben, les enfants allaient explorer les environs. Et là, comme je disais, les puits ne sont pas tellement accessibles. C'était hyper gardé, des barbelés, de la police même, parce que c'est le trésor. C'est comme, il faut imaginer, c'est de l'or blanc à l'époque, l'amiante. Moi, quand j'y suis, c'est le début de la fin pour ces industries, mais c'est une matière donc on protégeait. Mais par contre, les dompes de résidus, ben, ça était assez facile à y accéder. Donc, on y allait en vélo, en motocross, on les grimpait et on savait très, très bien que c'était toxique. C'était le début de la fin pour l'industrie parce qu'il n'y avait plus de clients. En fait, mondialement, le carnet de commandes avait chuté parce qu'on découvrait la toxicité de ce matériau. En fait, on le savait depuis des années, mais on a tenté d'exploiter ça le plus longtemps possible. La même chose pour les mines de charbon ici ou n'importe quel matériau toxique. Donc, c'était l'idée de départ, c'était de camper quelque chose d'extrêmement doux dans un milieu violent. Et comme tu le disais en introduction, c'était pas tant pour décrire les conditions de travail dans ce milieu-là, mais de voir comment ce background, qui devient presque, on l'oublie, agit quand même sur tout. C'est une force qui traverse les personnages. Et j'ai mis quand même Steve, mon personnage principal, dans une intimité avec son amitié, dans une intimité familiale, dans des cellules plus réduites, mais qui montrait quand même combien la violence industrielle se rendait jusqu'à rendre la vie des gens difficile et de créer de la violence jusque dans les unités un peu plus intimes.
Michael, du coup, Belfast, juste pour que les gens connaissent un petit peu, nous brosser le portrait de ce roman, de ces différents protagonistes qui exercent toute une condition, plein de petits métiers qu'on ne connaît pas, qu'on connaît, mais qui ne sont pas reconnus, qu'on ne voit pas. Ça fait penser, il y a un terme très péjoratif au Japon par rapport à des gens comme ça, on les appelle des omae. Omae, c'est quelqu'un qui est là, qui vous sert, mais que vous ne voyez pas, vous le traversez, c'est transparent, c'est particulièrement péjoratif, c'est un terme de yakuza. Mais dans tous ces romans, c'est exactement ça, c'est vraiment ces gens qui sont là. Et je veux bien que vous nous racontiez un petit peu ce roman pour commencer. Okay. Yes, so the story follows this protagonist, Sean, who's a graduate from university, but he's one of the few people in his milieu, his family and his group of friends from childhood who have acquired any level of education. And he is forced in some way to return to Belfast due to economic circumstances. And upon returning, sort of falls back into this sort of mode of living that he had in some way tried to escape. The jobs that he takes up then are jobs that, yes, that most people don't like to do, I guess. It's the cafes, the bars, the nightclubs. Precarious hours or precarious work that can disappear at any point. That is, I guess, an experience that isn't unique to class. It's an experience in which a lot of people are sort of going through in terms of trying to find their way in the world. And so the story that I'm trying to tell there with Sean is like how these barriers of class, of masculinity, of being born into a city that's still recovering from a long and difficult and violent conflict, sort of structure his life and structure his way of being in the world. Particularly how he sort of moves through it and the interactions he has with different people depending on what social space he enters. So there are certain sequences where he's doing these jobs, these nightclub bar work, the jobs that he can't stand to do. And he tries to get a job that he aspires to do, say, in an art exhibition space or studio or gallery. And he knows the moment he steps into that room that he isn't going to get that job because of these sort of class indicators that he carries around with him, the way he speaks, the way he moves, the way he dresses. And he's confronted by people who look at him and immediately think there's no way we'll hire this guy based on these indicators. And I guess so much of that discomfort, or so much of the experience of that discomfort is what the book is trying to articulate. You translate that, yes. Je trouvais pas le moyen de le couper. Donc le protagoniste, Sean, est une des rares personnes dans son milieu à avoir acquis un diplôme universitaire, mais il est contraint par des circonstances économiques à retourner à Belfast et de manière insidieuse, il retombe dans des modes de vie auxquels il avait essayé d'échapper. Donc effectivement, il accomplit plusieurs petits boulots, les boulots dont personne ne veut. Il travaille dans des bars, dans des boîtes de nuit, donc c'est vraiment le genre de travail parfaitement précaire que l'on peut perdre d'un instant à l'autre. Et c'est une expérience en fait qui n'est pas du tout limitée aux classes sociales les plus démunies. Elle est finalement le propre de quiconque cherche sa voie à tâtons. Et à travers ces tentatives de franchir ces barrières de classe, il est confronté à plusieurs difficultés qui tiennent non seulement au milieu social, mais aussi à la masculinité. Et il retrouve cette ville et ces conditions particulièrement difficiles. Et ces expériences, petit à petit, vont structurer sa vie. Il ne perd pas néanmoins son aspiration à exercer un autre métier dans les milieux de l'art, dans des expositions artistiques, mais il est confronté à la réalité
qui va revenir dans le roman, qu'il n'obtiendra jamais cet emploi parce que tous ces marqueurs sociaux sont aussitôt visibles sur lui, dans ses vêtements, dans sa façon de parler, dans sa façon de se comporter. Et c'est ce malaise croissant que le roman explore. Glenn, voilà. Sur la cité d'Hiéronopolis, justement, je veux bien que vous nous disiez quelques mots pour raconter un petit peu ce livre et tous ces protagonistes qu'on croise à l'intérieur, ces voix différentes qui œuvrent dans cette cité qui est en train de disparaître. Okay, it's told from 6 different perspectives across maybe 80 years, and the thing is that we return to the same places and the same events again and again and again from different perspectives, and gradually those events change the more we see them from different perspectives. And well, I'll let Valentine do that. L'histoire, en fait, elle est racontée à travers la perspective de 6 personnages différents et ça se déroule sur le cours d'environ 80 ans. Et tout au long du roman, on revisite les mêmes lieux, les mêmes événements, les mêmes choses qui se reproduisent, qui se repassent, et à chaque fois vues selon des perspectives différentes. Et selon la perspective qui change à chaque fois, on voit les événements d'une manière différente. Because I was super interested in like where I grew up, like in a big sort of housing kind of estate. That's how it was. Like there was different stories and rumors and things like that, and they changed over time. And everybody you talked to had a different perspective on things. And I really wanted to, I don't know, represent that in a kind of book about dying industry, like the other writers here, like dying industry, kind of where do these working class people go when there's no jobs? And I'll let Valentine do that. Et donc, c'est une histoire qui m'intéressait parce que ça parlait de ce lieu où j'ai grandi moi, c'est-à-dire une grosse cité de logements sociaux. Et c'était vraiment comme ça que ça se passait, c'est-à-dire qu'il y avait tout un tas de rumeurs, les gens se racontaient des histoires, et les histoires, elles évoluaient avec le temps, au fur et à mesure que les gens les racontaient à nouveau. Et donc, je voulais réfléchir à ce qui se passait dans cet environnement, dans le contexte d'un site industriel en déclin comme ça, et essayer de comprendre où vont, qu'est-ce qui arrive à la classe ouvrière quand il n'y a plus de travail. But also like to represent the kind of the humor and passion and warmth that these communities have, which sometimes maybe gets forgotten a little bit in depictions. Often depictions of like working class people by people who aren't working class, they tends to be just focus on narrow kind of unhappiness, and it's not that. So I really wanted to show that warmth and love, and also like get a bit weird with in terms of experimentation and mixing in some other kind of odd elements. So yeah. Et ça m'intéressait d'explorer tout l'humour aussi, toute la passion, toute la chaleur qu'on trouve dans ces communautés et qui est souvent oubliée dans les représentations qui sont faites de la classe ouvrière, souvent par des auteurs qui n'appartiennent pas à la classe ouvrière. Donc de retrouver cette chaleur, cet amour et dans les rapports humains. Et ce qui m'intéressait aussi, c'était d'injecter dans tout ça un peu de bizarre et d'aller expérimenter un peu sur d'autres genres à partir de ça. That's it. Thank you. Wow. David, alors, justement par rapport à tous ces gens sur votre comté, ce qui revient à travers tous vos livres, justement, c'est la vie aujourd'hui, les gens qui sont restés, qui continuent à être là avec une société qui a été ravagée par cette bulle immobilière, et ces gens qui tentent de survivre à l'intérieur. Yeah. I live in a place that has been heavily gentrified, where there has been outside wealth that has come into the landscape where I live and made things unaffordable for the people who are from there to live there. And I think that's kind of a theme throughout all of my novels. And as I've been sitting here listening to what every person has said, I think, one of the reasons that you write about working class issues
in the novel is that the novel is a form that thrives in conflict. You have to have tension in order for a novel to function. And the everyday problems of the people who have wealth do not strike me as things that carry enough conflict to retain tension over the course of a story. Oui, j'habite dans un endroit qui s'est énormément gentrifié. On a vu beaucoup de personnes de l'extérieur arriver dans le paysage d'où je viens et où je vis, si bien qu'il est devenu impossible pour les gens du coin d'accéder à la propriété. Et dans tous mes romans, c'est cela que je veux exprimer. J'ai entendu ce que les autres ont dit. Et c'est vrai qu'une des raisons pour lesquelles un écrivain souhaite parler de la classe ouvrière dans ses romans, c'est parce que c'est porteur de, le conflit, la tension permet au roman de fonctionner. Et c'est vrai qu'à mon sens, les problèmes quotidiens que les personnes aisées rencontrent ne sont pas porteuses de cette tension qui permet à un roman de fonctionner. I don't write books about people who are worried about where they're going to go on holiday. I don't write books about people who open the New York Times to check the Dow Jones. I write about people who have been pressed against the wall and are worried about where their next meal is going to come from. And I think it's when you've got characters who have been backed against the wall, they become reactionary, and that state is a very good state from which to write fiction. Oui, donc moi je n'écris pas des livres sur des gens qui se demandent où ils vont passer leurs prochaines vacances ou des gens qui ouvrent le New York Times pour vérifier l'indice du Dow Jones. Moi j'écris, je veux parler de gens qui se sentent acculés, qui sont acculés, des gens qui se demandent d'où va venir leur prochain repas. Parce que je pense que les personnages acculés deviennent réactionnaires et c'est un bon enjeu pour commencer un roman. J'aime cette question de long. Ah pardon, excusez-moi. J'aime cette question sur l'enjeu pour écrire un roman. Et j'aimerais bien aussi ce matin, donc on discutait avec David Joy et il disait que ce que je lui disais, que ses romans étaient magnifiques et que c'était pas du tout manichéen. Et il disait que le rôle de la littérature, justement, c'est que dans une société où les gens n'arrivent pas à se parler les uns aux autres, où les gens sont vraiment divisés sur des questions et ne se parlent plus, il disait la littérature, c'est une espèce de safe place où on peut prendre le temps de discuter, d'échanger, et ça permet aux gens derrière de se poser des questions. Je trouve que ça résume très très bien l'ensemble de ces romans ici, de ces points de vue, avec ces auteurs qui forcent le respect par le réalisme et la finesse des analyses et de leurs personnages. Alors, le roman Safe Place, pour expliquer, raconter. Oui, mais aussi pour amplifier, pour se permettre, en fait, il y a une expression qui m'intéresse beaucoup, c'est celle de saisir l'occasion de la littérature. Donc, on a une histoire à raconter, on veut, oui, un réalisme, on veut être juste, on veut être légitime dans notre perspective sur notre sujet, mais on a aussi une occasion de littérature. C'est l'occasion, donc, d'ajouter à l'histoire une expérience de texte par le style, par la construction. Donc, moi, dans mon cas, j'avais envie de super esthétiser le projet, justement, pour ajouter cette espèce de filtre de couleur, un genre de lumière spéciale sur ce milieu-là, qui est un peu peut-être le regard de l'enfant aussi, qui voit les choses avec une certaine magie lorsque l'innocence est encore permise. Et ça permet justement de pouvoir créer ce contraste quand tout ça éclate. La deuxième partie du roman, on retrouve le personnage principal sans son ami, et il voit tout à coup le monde de manière plus rapprochée dans son visage. Et là, on est un petit peu plus dans la confrontation directe, réaliste, des forces concrètes qui agissent ou qui empêchent le personnage. Mais dans tout ça, pour moi, c'est clair que l'écriture joue un rôle. C'est une voie qui est celle de la littérature, qui appartient à aucun autre médium artistique. Et c'est cette
qualité, de cette texture-là du texte qui, à travers laquelle, en fait, l'histoire se raconte et qui est transmise entre l'écrivain et son lecteur. Il y a cette espèce de toucher-là que la littérature permet, en plus de sa qualité de reconstruction du réel. Okay, yep. Yeah, like I think that literature, as was said, sort of arises from a person in confrontation with the society of their time. I think that also it sort of works in confrontation with the language of the political and establishment, which is by its very nature obscure. It sort of works to demystify the language of the oppressor in that way, in that literature allows us to inhabit a particular social realm that maybe we otherwise wouldn't. And I think that is something that is always at the front of my mind. It is to say that, you know, that can have an actual valuable impact in some way. That's not to say that someone's going to pick up one of these books and suddenly their life has changed, but it can certainly make or articulate their experience in such a way that confronts the powers that be, as it were, with their own contradictions and hypocrisies. And I think doing that in a materialist way, through a person's relationship with the world that they sort of inhabit and the difficulties that they come up against within that space, can open avenues for discussion and discourse that otherwise wouldn't exist. But yes, maybe I'll let you translate that. Sorry. Yes, alors, comme cela a déjà été dit, je crois que une grande partie de la littérature naît d'un conflit entre un individu et la société contemporaine, d'un conflit aussi avec les institutions politiques, le discours politique qui reste souvent passablement obscur. Et une part de l'entreprise consiste à domestiquer la langue de l'oppresseur. Je crois vraiment que la littérature permet à beaucoup de lecteurs et lectrices d'occuper un espace social qui autrement leur resterait inconnu, voire inaccessible. Et je ne prétends pas que la lecture va permettre de changer une vie de manière radicale, en tout cas pas toujours, mais il y a un réel impact, un effet qui, pour moi, a une grande valeur. Je pense que ça permet au moins à certains de formuler leur propre expérience et de se lancer dans cette confrontation du pouvoir, enfin, des forces dominantes, de faire apparaître ces contradictions, ces hypocrisies. And also, it's that sort of thing is that we know social inequality exists, we know racism exists, we know homophobia, transphobia exists. Literature allows us the vehicle to experience it directly and to articulate it clearly and unashamedly. So. Et bien sûr, on sait que les inégalités sociales existent, que le racisme existe, l'homophobie, la transphobie, mais la littérature permet de formuler ces différentes tensions, ces différents conflits de manière particulièrement aboutie et donc d'œuvrer à une prise de conscience. Yeah, two really good answers already and articulate a lot of what I feel as well. I guess me personally, I try to represent individual voices with language. So, you know, like alternating the speech patterns, alternating the language, breaking down typography, and experimenting with like space on the page. Like, for example, oui, il y a eu pas mal de bonnes réponses et qui formulent assez bien ce que je ressens moi-même. Mais si je dois ajouter quelque chose, personnellement, moi, ce qui m'intéresse, c'est de représenter à chaque fois des voix très singulières au moyen de la langue. Donc d'alterner, par exemple, avec différentes manières de s'exprimer, différents rythmes de parole, différentes langues, en expérimentant avec la typographie aussi et l'espace de la page.
Yeah, to try and show people's like individual thoughts like dissolving and breaking apart, and because I wanted to represent individuals and then but have them form a bigger picture, because I feel, yeah, I mean, this is kind of what fiction is to me. I think like individual voices struggling with all of these things, but they're part of a bigger thing, and I really wanted the words and the language and everything to kind of reflect that kind of wider struggle that I mean, all of the people in these books are kind of going through, you know, crushed economically, socially, for who they are as people and how they navigate that, like alone, but also together. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est la manière dont toutes ces voix, finalement très individuelles, se fondent ensemble aussi. Et donc, à la fois de représenter des voix individuelles et de voir comment tout ça va former un tableau plus vaste. Pour moi, c'est vraiment ce que peut faire la fiction, en fait, c'est-à-dire de refléter des luttes plus vastes que les expériences individuelles. Et de voir que, comme on l'a vu, tous ces gens sont confrontés à des difficultés sociales, économiques, sont opprimés du fait de leur identité, de ce qu'ils sont, et que tous ces gens sont à la fois seuls face à ça et qu'ils sont ensemble, et ce qu'ils vivent collectivement. Sur les gens, justement, David Joy, par rapport à ça, par rapport à cette écriture, ces voix seules et ce collectif, je veux bien que vous nous racontiez comment vous arrivez à donner parole, justement, à créer tous ces personnages, parce que comme on vient de le dire, justement, c'est qu'on n'est pas dans des documentaires, on est aussi derrière, dans la fiction, il y a toute cette puissance, ce que disait Sébastien, de l'écriture qui vient s'intercaler aussi par rapport à ce message. Yeah, I think you spend a whole lot of time listening. I think that we live in a world where everyone's fighting to say the next thing and they're trying to speak over the next person, and we have a tendency to hand the microphone to whoever screams the loudest. We live in a world where sensibility is not sexy, and I have always spent my life trying to slow down and shut my mouth and listen. And part of that boils down to the way that I was raised. I was raised in an environment where children were to be seen and not heard, which meant that you were to sit there and you were to listen. And as a child, it was horrible. You know, you wanted to go outside and play. But as an adult, I look back on that and I find it incredibly valuable. Oui, je passe beaucoup de temps à écouter. On vit dans un monde où tout le monde se bat pour se faire entendre, pour parler plus fort que l'autre, et on tend le micro en fait à celui qui crie le plus fort. Et on vit dans un monde où être sensible, eh bien, ce n'est pas très sexy. Et moi, j'ai toujours essayé dans ma vie de ralentir, de me taire et d'écouter. Et ceci est dû à mon éducation. J'ai grandi dans un environnement où on attendait des enfants qu'ils soient discrets, qu'ils ne se fassent pas voir, pas entendre. En gros, on devait rester assis et écouter. Et comme enfant, c'est vrai que c'était horrible, mais aujourd'hui, parce qu'on avait envie d'aller jouer dehors et de bouger, mais aujourd'hui, en tant qu'adulte, je me rends compte que c'était vraiment précieux, cette éducation que j'ai reçue. The other thing that I think is important for me to mention is that I am writing across gaps. And so characters in this novel, I've got a lot of female characters, I have a lot of black characters, and as a white American man, which is the most privileged thing on this planet, there is not a gap that I can cross that does not involve power. And that is something that I have to be incredibly conscious of as I'm trying to find my way into that voice. And there's a Korean-American writer named Alexander Chee, and he was writing about when we try to cross these gaps. And he said, the first question you need to ask yourself is why? Why are you needing to cross this gap? He said, the second question you need to ask is how many people within this group do you know? So if you're going to write a gay character, how many gay people do you even know?
The third question he asked, though, was one that I had never considered. And he said, how many people from that group are on your bookshelf? And as I wrote this book, I found myself going back to all of these writers, Ernest Gaines, Randall Keenan, Crystal Wilkinson, and really studying what they did on the page. And by doing that, I think it allows you to inhabit a space that is not your own. Il y a autre chose que je voudrais dire, c'est que quand j'écris, j'essaye d'enjamber des fossés, en fait. Dans mes romans, il y a beaucoup de personnages femmes, beaucoup de noirs, et moi j'écris en tant qu'homme américain blanc, c'est-à-dire en gros la catégorie la plus privilégiée sur cette terre. Et c'est vrai que quand j'enjambe ces fossés, je suis en position dominante. Et je dois en être conscient quand je veux faire entendre les voix de ces personnages. Il y a un écrivain qui s'appelle Alexandre Chi et qui a beaucoup réfléchi sur cette question d'enjamber les fossés. Et il pose 3 questions. La première question qu'il pose, c'est pourquoi ? Pourquoi est-ce que tu veux franchir ce fossé ? La deuxième question, c'est combien de personnes connais-tu qui appartiennent à ces minorités que tu fais parler ? Par exemple, combien d'homosexuels connais-tu ? Et la troisième question qu'il pose, et je n'avais jamais pensé à ça avant, est-ce que tu as des livres de personnes provenant de ces minorités ? Est-ce que tu as des livres dans ta bibliothèque ? Et donc en écrivant ce livre, je me suis rapportée à d'autres auteurs, par exemple Ernest Jones ou Crystal Wilkinson, et j'ai vraiment étudié ce qu'ils avaient couché sur le papier, et c'est une façon vraiment d'habiter leur espace. Très intéressant, moi je trouve. Et bien justement, enjamber les fossés, ces 3 règles, pour un premier roman, on est pile poil dans la question qu'on peut se poser alors. Michael. Bridging gaps. Bridging gaps. Yeah. Oh. Yeah. Okay. Yeah. Thanks for your. Okay. Crossing gap. Sorry. Yeah. Okay. I wonder how I'm going to reframe this question. There was a lot of what my book is trying to do is articulate an experience, a sort of experience of being born into a generation that sort of came into being towards the end of a conflict, you know, a conflict that the characters in this book, their parents experienced very directly, and so had a deeply traumatic effect on them, and how that has in some way been inherited by the book, the generation of young people that I'm trying to write about in the book, namely the protagonist. And so that gap between 2 different modes of experience, God have done it, between the generation of people who came before and the generation who came after, became actually what this book was kind of trying to interrogate. This, and how this indirect effect sort of shapes the way people interact with each other and the stories that they inherit. And so Sean's mother in the book is, she was born at the start of the conflict and lived through the whole thing, 30 years. She lost friends, family, and during that time also she had to be a woman. She had to be a parent. She fell pregnant at 17 and was married. And that experience speaks to a very particular experience within that broader conflict. And how this has shaped her, as well as the relationship with her son. And there is always going to be a huge chasm between their experiences of living as a mother who had lived through this and as a son who didn't, and who is learning about that experience through her. And what then does that leave him with? What does that leave him as a person, and how he moves through the world? And I guess his generation, his milieu that he's
was born into, these younger men in particular, but women too, how they interact with each other with this cloud hanging over their parents that has, in effect, been inherited by them. And so there is a lot of difficult sort of terrain being navigated there in terms of anxiety, depression, inherited trauma, the effects of that. But there's also a lot of jokes and joy and people actually living. And I think the thing is that as a writer, or indeed as an artist, we have an insatiable appetite for beauty, and we search it out in our sentences. The thing then that we're doing is seeking out that beauty in a place in which we have been told no beauty exists. And that in and of itself, I think, has radical and political potential. I'll let you translate that. Donc, Michael a légèrement reformulé la question. Pour lui, il s'agissait de représenter l'expérience d'une génération qui est née à la fin d'un conflit qui a duré 30 ans, hein, ce conflit au cœur duquel se trouvait Belfast. Ses parents, en revanche, étaient directement impliqués dans ce conflit et ils ont été, tous les traumatismes qu'ils ont vécus ont été transmis à leurs enfants. Le fossé l'un des fossés que Michael a tenté de franchir ici, c'est ce fossé entre générations. C'est vraiment le sujet principal du livre, sans doute, et la manière dont ces conséquences indirectes façonnent les modes de vie, les questionnements de cette deuxième génération, pourrait-on dire. La mère de Sean, par exemple, est née au début du conflit, elle l'a vécu dans son intégralité, elle a perdu des amis, des parents, elle s'est retrouvée enceinte à 17 ans, puis elle s'est mariée, et son exemple singulier est une espèce de condensé d'images d'une galerie de portraits beaucoup plus ample. Il semble qu'il y ait un abîme, un fossé infranchissable entre la mère et son fils. Donc ce fils, cette deuxième génération, que lui reste-t-il ? Il hérite de ce trauma. Comment peut-il interagir avec ses semblables ? Comment peut-il trouver son chemin dans le milieu, en particulier des autres hommes de sa génération ? Comment peuvent-ils vivre tous avec ce nuage extrêmement pesant sur leurs épaules, sur toutes leurs pensées ? Donc j'explore dans ce roman cette zone du conflit et du conflit hérité, mais il y a aussi beaucoup de joie, beaucoup de plaisanterie dans ce livre, et c'est sans doute une image représentative, une image adéquate pour représenter une quête artistique, une quête de beauté en un lieu où on nous a dit très tôt que la beauté n'existait pas. Et bien sûr, cette quête, elle a d'innombrables enjeux esthétiques, mais aussi politiques. Juste, oui, et vraiment, ce qui est vraiment extrêmement intéressant dans le livre, mais vous allez le lire, donc on ne va pas trop en parler, mais c'est vraiment par rapport à ce fossé générationnel, si on voit ce protagoniste qui se retrouve avec des parents, avec des gens autour qui ont l'âge de ses parents, qui ont participé au conflit, mais personne n'en parle, et il le dit très bien, on ne sait pas qui c'est. Je prends un chauffeur de taxi qui a 50 ans, ça se trouve, lui, c'est un tueur de l'IRA, et on ne sait pas, et du coup, ça bloque encore plus entre les générations. C'est vraiment très, très important dans le livre. For sure, yes. And that is so much part of the tension, is that there's only so much a person can say about that experience. You mentioned the black taxi driver and knowing the thing. It's kind of it's kind of an allusion to. Basically, there's. I don't know how to do this without losing the whole string of thought, but I think so much of what happens during a conflict is by its very nature, or has to be silenced because of the violence of it and the impact that it has psychologically, you know. But I say my mother, God, that's a slip. Sean's mother in the book
but my mother too, I guess, feels a responsibility towards articulating that experience only whenever she feels ready to do it. And of course, it takes a toll to do it, to go back to places where you don't want to go. And I guess but it's overwhelmed by this responsibility to articulate this experience that she lived through, because she doesn't think or believe that he will learn about this elsewhere. And I think the thing about the community that I come from and the community that Sean comes from was that the mechanisms of the state, the British state apparatus in particular, worked very, very hard to suppress what happened in all sorts of ways, right down to government atrocities that were committed in my community, whether it was a 12-year-old girl being shot dead on the street while she was playing, or whether it was a priest who was shot dead for trying to give last rites to a victim who had just been shot by the British Army, that there was so much indiscriminate killing within my community that was completely and totally silenced. And that is an ongoing battle, a battle that Sean's vaguely aware of in the book, but is still also trying to come to terms with within himself. And I think that's something that these collective traumas can do, is that part of you just wants to forget. Part of you just wants to continue to live without addressing it and forgetting about it. And so these silences develop all around us in our relationships with ourselves and our parents. And so there is this sort of effort then to try and bridge that gap, as was alluded to earlier, and open up those silences. But it always comes at a cost. And it just then comes to the question, is that cost worth it? And I think it is. I think it's important to confront those silences in any way we can and face them down, you know, both for ourselves and for everybody else. Sorry. Long answers. Donc cette question du silence, forcément, quand on a vécu de telles atrocités, on ne peut pas tenir de longs discours à leur sujet. Vous avez mentionné le chauffeur de taxi noir, c'en est un exemple. Mais ma mère, par exemple, ou plutôt la mère du protagoniste, ne voit même pas, ne pense même pas que cela soit utile de parler de ces traumatismes. Elle ne croit pas qu'on puisse apprendre à la génération suivante, qu'on puisse apprendre de ces horreurs. Il y a aussi tout un appareil, tout un ensemble de mécanismes sociaux et politiques britanniques qui se sont appliqués à passer sous silence les atrocités qui ont été commises, que ce soit une fillette de 12 ans abattue dans la rue tandis qu'elle jouait, que ce soit un prêtre abattu lui aussi alors qu'il cherchait à offrir les derniers sacrements à une victime. Toutes ces tueries injustifiées, gratuites, il convient, je crois, de poursuivre cette lutte contre le silence et de les faire connaître. Mais évidemment, et c'est sans doute le cas de tout trauma collectif, il y a une grande tension, violente elle aussi, entre une aspiration à vivre, donc à se taire, à ne plus parler de ces violences, et puis un besoin croissant de justement chercher à combler ces abîmes, de s'adresser à ces questions, d'en parler, mais évidemment tout ceci a un prix. Est-ce que cela vaut la peine? Je pense que oui, aussi bien pour les individus que pour les communautés. Merci. Glenn, à propos des fossés justement qu'on cherche à combler en écrivant le roman, sur ce premier roman, comment ça s'est organisé alors? Par rapport à Hiéronopolis, cette société dans laquelle vous avez grandi, cette ville minière. Yeah, so maybe I'll
interested in what happens when the gaps don't get crossed or bridged. Like what happens. I mean, a big part of my story is like folklore and urban myths, and I think every no matter where you come from, there's the urban legends of something in the woods, or in the case of this book, a woman that lives in the river. You know, I think everybody has that. Oui, ce que j'ai considéré pour cette histoire, c'est plutôt qu'est-ce qui se passe quand ces fossés, justement, ne sont pas traversés, quand il n'y a pas de ponts qui sont construits à travers ces fossés. Je suis partie pas mal du folklore, des mythes urbains, parce que finalement, dans tous les lieux, quels qu'ils soient, il y a des légendes urbaines qui circulent, des histoires de personnes, de créatures qui vivent dans les bois, ou en l'occurrence, dans ce roman, c'est l'histoire, on voit apparaître une femme qui vit dans une rivière. So I decided to put this woman into what is nominally a social realist book, and she is the connection between all of the different voices and the stories, and she's real, you know, like she's the actual folklore. And I was really interested in the idea of folklore exists because it gets passed down, you know, generation to generation to generation, by people who stay in the same place. And my book is now about, okay, what happens when those communities are pulled apart by, you know, outside forces, kind of what, like David mentioned before, pulls apart communities. What happens to those? What happens to the folklore? What happens to the woman in the river? And that was a really interesting idea, and I think it extends to just communal history as well. What happens to all of that when the community isn't there anymore? So, yeah. Et donc ce personnage de la femme dans la rivière, ce personnage légendaire, je l'ai introduite dans un récit qui était à la base un récit de réalisme social. Et donc, pour essayer de voir ce qui se passe, donc si on introduit du folklore dans ces environnements-là, parce que le folklore, finalement, c'est quelque chose qui existe parce qu'il est transmis de génération en génération entre les gens qui vivent dans un même lieu. Donc, qu'est-ce qui se passe quand un lieu comme celui-là, il est démantelé, il est décomposé par des forces extérieures comme ça? Que devient le folklore? Que devient la femme dans la rivière? Et que devient cette histoire commune et collective que les gens partagent en un lieu donné? Sébastien, il y a une phrase que disait tout à l'heure Michael, qui disait sur l'écriture, on cherche de mettre de la lumière et de la beauté où elle n'existe pas. Je me suis dit que c'était le projet d'Amiante, dans ce lieu absolument effroyable, et derrière on a une beauté, une lumière. Oui, mais c'est à la fois un exercice cruel parce que, comme David le mentionnait, il n'y a pas de roman sans tension, donc c'était de justement maximiser c'est un roman sur l'expérience de la perte, donc de créer une situation initiale qui est magnifique, qui est en fait celle de l'innocence, une amitié de garçon avant que les normes sociales se mettent à juger comment se comporter, et de pouvoir vraiment explorer cet âge magnifique où l'innocence, c'est pas un regard par-dessus soi, c'est vécu de l'intérieur. En fait, c'est qu'on ne se pose pas certaines questions, on ne se met pas dans certaines catégories, et on exprime notre amour ou amitié de la manière qu'on l'entend. Donc, si ces enfants ont envie de se réfugier, se créer une cabane dans les bois, de faire une sieste, un peu comme certains ici, là, bien confortable, c'est partagé en toute innocence, et c'est extraordinaire. C'est un moment qu'on doit chérir, et on doit permettre aux enfants de pouvoir exprimer ça. Et après, par cruauté, il faut faire exploser cette situation-là pour voir ce qui en reste, en fait. Et ce que cette lumière initiale a généré dans le roman, c'est la métaphore du feu, en fait. Que Steve, à l'adolescence, il ne sait plus où diriger ce feu qui l'anime. Et par métaphore, il est pris dans une ville qui ne brûle pas, une ville qui éteint tout. Alors, la seule lumière qui lui reste, c'est peut-être vers le ciel, comme voie symbolique de sortie. Mais encore là, le ciel, aussi bleu soit-il, il y a quand même des fusées qui explosent. En 86, on a Challenger, qui a vraiment marqué l'imaginaire de ma génération.
Donc, cette lumière-là, il y a toujours son contraire. Il y a une espèce de pulsation constante, d'oscillation constante entre les deux. Mais je suis assez content qu'on remarque la lumière de ce roman plutôt que sa noirceur, mais c'est ultimement un roman où beaucoup de gens meurent. Merci beaucoup. Mais la lumière, elle est là parce qu'elle est portée par une plume magnifique. Pareil, vous le lirez, c'est une lecture obligatoire. David, justement, par rapport à ce que disait Glenn James Brown, j'ai l'impression qu'on était au cœur du dernier roman, quand il parlait de folklore qui est transmis de génération en génération. Vous, c'est pas du folklore, mais à travers ce roman, vous interrogez justement le poids de l'histoire, le poids de l'enseignement, comme vous le dites très bien, un des protagonistes. Nos grands-pères ont raconté des histoires à nos parents qu'ils ont pris pour vrai, qu'ils nous ont raconté pour vrai, et puis là, on a l'histoire qui arrive, et tout compte fait, c'est pas ça. Je veux bien que vous nous expliquiez tout ça, ce gouffre qui s'ouvre dans cette génération. Yeah, I think it's very difficult to try and explain the conflict that a person feels about their identity to have been born in the American South. I say very proudly that I'm a 12th generation North Carolinian. My first ancestor came into North Carolina in the late 1600s. But you can't make a statement like that. You can't say that you're a 12th generation white anything in America without that meaning that you are the descendant of enslavers. That is most assuredly true of me. I'm the descendant of enslavers. And to grow up in the American South and have a history such as the Civil War and the Confederacy be taught through the lens of a mishistory creates the conflict that fuels this novel. I'll let you translate. Oui, c'est difficile d'essayer d'expliquer le conflit pour une personne, le conflit d'identité pour une personne. Et être né aujourd'hui dans le sud des États-Unis, c'est difficile d'expliquer cela. Moi, je suis le représentant de la 12e génération de personnes de Caroline du Nord. Mes premiers ancêtres sont arrivés en Caroline du Nord au début des années 1600. Et moi, je peux dire que je suis donc le représentant de la 12e génération blanc aux États-Unis. Et cela implique que je suis descendante d'esclavagistes. C'est vrai pour moi, je suis descendante d'esclavagistes. Et grandir dans le Sud, c'est grandir avec cette histoire de la guerre civile, de la Confédération. Et ceci a créé le conflit qui alimente mes romans. And so I grew up in an educational system where when the Civil War was taught to me, the American Civil War was taught to me, I was taught that it was not about slavery. My father and my mother were taught that it was not about slavery. Their parents were taught that it was not about slavery. Meanwhile, the vice president of the Confederacy, during what was known as the Cornerstone Speech, Alexander Stephens, stood there and he said, "Its foundation is laid upon, its cornerstone rests upon the great truth that the Negro is not equal to the white man, that slavery and subordination to the superior race is his natural and born condition." That's what the man said. So 150 years later, I have a very hard time believing that it was not about slavery. But the problem that arises through that type of miseducation is that when it's that systemic and it's that multi-generational, it becomes foundational to their understanding of the world. And so years later, when you say, no, that's actually not true, you might as well be trying to tell them that 2 + 2 no longer equals 4. Oui, donc moi j'ai grandi avec un système éducatif
dans lequel on m'a appris que la guerre civile n'avait rien à voir avec l'esclavagisme. Et à mes parents, on a appris que la guerre civile n'avait rien à voir avec l'esclavage. Et à leurs parents, on a appris la même chose. Et pendant ce temps, le vice-président de la Confédération, Alex Stevens, a fait un discours qui est resté célèbre, qui s'appelle en anglais le Cornerstone Speech, donc le discours de la pierre angulaire, dans lequel il expliquait que les fondements reposaient sur la grande vérité que le nègre n'était pas égal à l'homme blanc et que l'esclavage était sa condition naturelle. Et 150 ans plus tard, c'est vraiment difficile de croire que la guerre civile n'avait rien à voir avec l'esclavage. Et le problème dans cette éducation, quand elle est systémique et multigénérationnelle, quand elle se transmet de génération en génération, c'est qu'elle construit les fondements de leur compréhension du monde. Et que des années plus tard, c'est vraiment difficile de remettre cela en question. Pour ces gens, c'est comme si on leur disait que 2 plus 2 font 5. Merci beaucoup. Le temps passe et il va falloir qu'on conclue. Enfin, on a encore un petit peu de temps, justement. Mais donc, ce qui est extrêmement intéressant aussi dans vos romans, par rapport à tout ce que nous avons pu parler, il y a une thématique qui revient chez vos protagonistes, c'est que pour eux, l'idée d'une vie meilleure, grosso modo, par rapport à ce qu'ils vivent dans vos romans, ça repose sur un ailleurs. Il y a cette idée un peu fugace de si on partait, ça serait mieux. Par exemple, c'est si on allait en Australie. C'est quoi cette notion de fuite, justement, qui alimente et d'un hypothétique ailleurs qui serait meilleur? Okay. The grass is always greener, I guess. I think a lot of it comes from, I mean, it's a very difficult thing to come to terms with, actually, when you think about it, is that you're born into a place, a social an environment. You don't choose what that is, you know, you're just there. And it becomes so much part of your being, as David was sort of alluding to there, that you're socialized in a particular way. You have a way of seeing the world that aligns perfectly with that space and that social background. In the sort of movement away from it, in that impulse to escape, and the impulse to escape comes from all sorts of things. You know, it can be, for Sean in the book, it's to run away from the past. It's to run away from the sort of the presence of his father and a historical abuse kind of thing, a complicated family situation, as much as it is about class and trying to escape his roots in order to afford himself a better opportunity at life. But in that impulse to leave and in that impulse to run away is almost a betrayal of yourself, of who you are, because you are that person. And trying to disentangle who you are from who you want to be can be a really difficult and complicated and uncomfortable process. And the book doesn't quite do that. It doesn't quite take Sean away from his past. In fact, by the end of the book, he's still somewhat carrying it. But the door for him has been opened ever so slightly. And for him, he has to confront this doorway himself. He has to walk through it. But as the saying goes, at what cost to him, you know? Because in that movement away, you're abandoning a part of yourself. You're abandoning your way of being in the world for another way of being, a way that sort of aligns more comfortably with a particular social class. And it's not the class that you were born into, you know? And I think that's a lot of what the book's trying to interrogate on a particular level. What is the cost, I guess? And it is a cyclical one. It is a psychological kind of cost. As much as it is a loss, you know. Abandonment always comes with loss. And I guess that experience of having gone to university might have given him a lens or a way of looking at the world that the people around him otherwise don't have. But it is also estranges him from it. And I think that's one of the
that's one of the prices one pays, you know. Maybe I'll let you translate that. En plus, elle est au bout de sa page, là, elle commence à pouvoir prendre de notes. J'imagine que l'herbe est toujours plus verte à côté. C'est difficile d'accepter cette idée qu'on est né dans un environnement social, familial que l'on n'a pas choisi et qui, malgré tout, comme le disait David, nous façonne intégralement en tant qu'individus dans nos interactions, dans nos modes de vie. Cette tentation de s'enfuir, dans le cas du protagoniste, Sean, elle est motivée par un désir de fuir son passé, un désir de fuir une figure de père aussi particulièrement violente à plusieurs égards, donc fuir ses racines. Mais cette fuite signifie aussi trahir ce que l'on est, trahir ses origines. Donc c'est toujours aussi d'une grande violence. Et il est particulièrement difficile de chercher à démêler ce qui relève de ce qu'on est et ce qui relève de ce qu'on aspire à être. Et cette tension est toujours source de malaise. Dans le roman de Michael, finalement, la porte s'entrouvre pour le protagoniste, pour Sean. Il se trouve face à cette possibilité de partir. Il ne franchit pas complètement le pas, mais il a vu que c'était possible. Et il lui reste à confronter ce renoncement nécessaire à une part de soi s'il veut accéder à cet autre mode de vie. Le fait d'être allé à l'université lui a élargi son regard, l'a ouvert à d'autres points de vue, mais là aussi, basculer complètement, franchir le pas, ça veut dire aussi accepter l'expérience de la perte. Donc c'est tout cela qui se joue dans le roman. Glenn, sur la fuite justement, et vos personnages à un moment donné qui part sur Londres et qui du coup se dit faut absolument pas que je revienne ici. Il y a toujours aussi pareil ce dualisme entre ce qu'on est, où on est, ce qu'on aspire à être. Yeah, I guess that character was kind of young and went to London and experienced, like kind of like rave culture from the late 80s and really liked that, and then had to go back to a kind of world where, you can't do that. And I don't know, there's something kind of powerful about, kind of wanting to go away, feeling full of life, and then coming back and having that kind of, having to fight to have that. Oui, il y a ce personnage de ce jeune homme qui part à Londres et il découvre la culture rave, c'est à la fin des années 80, il se passionne pour ça et puis après il doit revenir là d'où il vient et il s'aperçoit qu'il ne peut plus vivre comme ça. Et donc je trouve qu'il y a quelque chose de très puissant dans l'idée qu'on s'en va de chez soi, on se sent vivre à fond et d'un seul coup on doit retourner à son point de départ. But in a wider way, like, there's people in the book who want to leave for a better future that has been promised to them by, various government and social agencies, but that future isn't for everybody. It's for younger people, for families, potentially. They can have these new homes elsewhere, but, private companies are not building new homes for, someone who's 65 and lives on their own or whatever, or someone who doesn't have a job and earns this much money. So those guys, like, there is no future out there for them. And, like, the kind of tension between that is something I think doesn't matter what community or country you come from, I think the same forces are kind of there. Et plus largement, finalement, on voit ce phénomène dans le livre des personnages qui partent pour essayer de trouver un avenir meilleur qui leur a été promis dans des campagnes gouvernementales et auxquelles qu'on leur a fait miroiter. Mais finalement, il s'avère que cet avenir qu'il leur est promis, il n'est pas accessible à tout le monde. Et que dans ce cas-là, donc, il y a des logements qui ont été créés, des logements sociaux pour accueillir des jeunes familles et certaines catégories de personnes, mais que pour les personnes plus âgées, pour ceux qui vivent seuls, pour ceux qui n'ont pas de travail, en fait, il n'y a pas d'avenir pour eux.
Et donc, ça m'intéressait de voir toute cette tension entre ce à quoi les gens aspirent et ce qu'ils trouvent dans la réalité. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut trouver dans toutes sortes d'environnements et de communautés différentes. David, justement, par rapport à ces communautés, par rapport à ces gens qui sont pris aussi par leur attachement, comme vous le disiez, par leurs racines familiales, par cet environnement qui leur est proche, qui leur est propre, mais pour certains, l'idée de fuite quand même pour se renouveler, se faire ailleurs, donc on est toujours dans cette dualité. Oh yeah, I think, the idea of escape is something that is particularly tied to rural identity, which is to say that if you grow up in the countryside, you always dream of going to Paris. If you grow up where I live, you always dream of leaving that place. And it's because you're living in something that is so incredibly small and confined, and you know everybody, and everybody's your family, and the world seems so big, you just want to get the hell out. And I think that's why that's such a common theme, especially, in rural literature. Oui, l'idée de s'échapper, il me semble, est particulièrement liée à l'identité rurale. Si on grandit à la campagne, par exemple, on rêve d'aller à Paris. Si on grandit là où je viens, on rêve de partir. Parce qu'on vit dans quelque chose qui est tellement petit, tellement confiné. Tu connais tout le monde est ta famille, alors que le monde est si grand. En gros, tu veux partir. Et voilà, je crois que c'est vraiment lié à l'identité rurale. But the greater conflict, I think, comes from what Michael was talking about, which is that, you want those things, but at the same time, the place you are from is essential to your identity. And so, particularly with some of the older characters that I've written, so a character like Vess Jones in this latest novel, or the character that you said you liked from Novien Flamme, Raymond Mathis. With these older characters, the thing that hurts them the most is that they're looking around at the place they are from and from the people that they are from, and it's disintegrating around them, and they no longer have any ground to stand on. Pardon. Oui, il me semble que le plus grand conflit dont Michael parlait, c'est que tu veux t'échapper, tu veux ces choses-là, mais qu'en fait, l'endroit d'où tu viens est essentiel à la construction de ton identité. Et c'est vrai en particulier avec les personnages les plus âgés de mes romans. Je pense à Vess dans ce nouveau roman ou à Ray dans Nos vies en flammes. Et ces personnages les plus âgés, en fait, ce qui les blesse, c'est de regarder l'endroit d'où ils viennent se désintégrer. Et c'est le sol même sur lequel ils se tiennent qui se désintègre. Merci beaucoup, il va falloir qu'on rende l'antenne. On a à peine effleuré l'intégralité de ces romans. Merci à vous quatre, merci aussi aux voix françaises qui ont été là, qui ont travaillé durement. Thank you. Et puis, merci à vous pour votre enthousiasme et bon salon, bon festival. Muriel Paletti. Bon salon.